J'ai été la première à voir un ange tomber du ciel. J'étais en train d'observer les étoiles depuis mon jardin quand je l'ai vu. Une lumière aveuglante traversant le ciel à toute vitesse. Quelques instants plus tard, un humanoïde ailé s'écrasait dans mon jardin. Il mesurait bien 3 mètres, si bien que j'ai dû faire beaucoup de place dans le salon et me servir de 2 matelas pour lui faire un lit, où il pourrait se reposer. Il était salement amoché. Une partie de son torse avait été arrachée par ce qui m'a semblé être une immense mâchoire, découvrant son impressionnante ossature. Ses yeux avaient également été arrachés de leurs orbites, et l'une de ses ailes semblait avoir été déchirée avec violence. Il a passé la plupart de son temps inconscient, et les rares moments où il se réveillait, c'était pour balbutier dans une langue inconnue. Il ne m'avait adressé la parole que 2 fois. La première avait été pour me révéler son nom. La seconde était la réponse à une question qui me brûlait les lèvres depuis qu'il était tombé du ciel, à savoir ce qui lui était arrivé. Le regard dans le vide, il m'a simplement murmuré La guerre. Quelques heures après m'avoir répondu, je l'ai trouvé sur sa couche, les yeux fermés et le teint pâle. Je devais me rendre à l'évidence. Il était mort. Dans les jours suivants, d'autres anges sont tombés du ciel. Cependant, ceux-là étaient déjà morts. Leur corps avait également été mutilé, parfois si profondément que si ce n'était pour leur grande taille et leurs ailes, nous n'aurions certainement jamais su qu'il s'agissait d'anges. Et plus le temps passait, plus il en tombait, comme autant de lumière éblouissante traversant les cieux. Bien que beaucoup de gens aient paniqué, la paix a pu être préservée, même si nombre de théories du complot circulaient à propos de ces anges tombés du ciel. Finalement, cette pluie macabre était devenue un spectacle habituel, si bien que les gouvernements ont rapidement rouvert les voies de commerce international, et les transports publics du même coup. Lorsque la pluie de cadavres s'est enfin arrêtée, les gens en furent enchantés. Par contre, quand la terre a commencé à se fissurer, ils le furent beaucoup moins. Lorsque le feu et la lave ont commencé à se répandre à travers les fissures, à engloutir villages, métropoles et forêts, les gens se sont précipités vers les monastères, les églises, les mosquées et les temples. Partout, ils pensaient qu'ils pourraient trouver des réponses, mais en vain. Quand la terre s'ouvrit davantage et que les fissures s'écartèrent pour venir des hordes de démons, nous avons enfin fini par comprendre. Tout comme les anges, les démons étaient tous morts. Leur corps avait été atrocement mutilé et ce spectacle était presque plus effrayant que celui de leurs opposés tombés du ciel. Je pensais... Non. Nous pensions tous que le ciel et l'enfer étaient en guerre l'un contre l'autre. Mais en fait, ils s'étaient alliés contre autre chose, quelque chose de pire. Et cette chose avait gagné. Tu regagnes ta chambre et grimpes dans ton lit. Alors que ton pied quitte le dernier barreau de l'échelle, tu ne remarques pas la main noire et déchiquetée qui a failli saisir ta cheville. Les écouteurs vissés dans les oreilles pour entendre la musique de ton jeu vidéo, tu n'entends pas les monstres sous ton lit qui grondent, menaçants. Tout ce qui occupe ton esprit, c'est ton jeu vidéo. Tu adores ce jeu. Il s'appelle Don't Play With Your Life. Je ne comprends pas le titre, mais c'est plutôt marrant. Le héros est un petit garçon qui doit essayer de sortir de chez lui sans se faire tuer par les monstres qui vivent dans sa maison. Il n'y a aucun moyen de se défendre. On peut juste fuir et se cacher dans les placards. À chaque niveau, il y a plus de monstres, moins d'endroits où se cacher et plus de distance à parcourir. Tu joues encore un moment, mais les yeux commencent à te piquer. Tu éteins alors ta console et tu tends le bras pour la poser sur l'étagère. La créature sous ton lit en profite pour t'attraper le poignet. Tu hurles, mais c'est trop tard. Tu te réveilles, tu es dans ton lit, il fait encore nuit. Tu es soulagé. Tout ça n'était qu'un cauchemar. Tu regardes par la fenêtre. Le ciel est dégagé, mais on ne voit pas la lune. Bizarre. Tu essayes de te rendormir, mais il y a des bruits dans la maison. Tu décides de te lever pour aller voir quand tu remarques quelque chose. Ta console de jeu, par terre, cassée, comme si on l'avait faite tomber. Comment est-ce arrivé? Tu l'as pourtant bien posée sur l'étagère. Puis, tu te rappelles de ton rêve. Quand la main t'a saisi le poignet, tu as lâché ta console sur le coup de la surprise. Tout à coup, tu te sens mal. Et si tu n'avais pas rêvé? Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois aucun monstre dans ta chambre. En tremblant, tu te diriges vers le couloir pour vérifier la source des bruits. Tu passes la tête par l'encadrement de la porte, puis tu sors. Tu remarques soudain que le couloir n'est pas celui dont tu as l'habitude. Puis, tu entends un grognement sourd. Par réflexe, tu te caches dans le premier placard que tu vois. Pourtant, il n'y a pas de placard chez toi à cet endroit. Pas le temps de te poser des questions. Les grognements se rapprochent. Tu entr'ouvres la porte pour voir ce qui se passe. Une silhouette inhumaine passe près de toi, sans te voir, et s'éloigne. Tu es pétrifié. Tu n'oses pas sortir, mais ton corps ne t'obéit plus, et tu sors contre ta volonté. Tu t'enfonces dans la maison. Cette fois, c'est sûr,
Ce n'est pas la tienne. Mais comment es-tu arrivé là? Tu tentes de reprendre le contrôle de toi-même, mais c'est comme si tu étais télécommandé. Tu ne décides à rien. Tu marches au hasard dans cette maison inconnue quand un cri retentit dans ton dos. Tu te retournes vivement et te retrouves face à face avec une créature hideuse. La peur te tord le ventre. Tu essayes de crier, mais à la place, tu prends la fuite. Tu entends la chose derrière toi qui te poursuit. Pendant que tu cours, un coin de ton cerveau comprend ce qui se passe, mais tu refuses de l'admettre. Tu trébuches et tu t'étales de tout ton long. La créature se penche sur toi. Elle a des mains noires, sinistres, déchiquetées. Alors qu'elle se penche sur toi, le titre de ton jeu vidéo prend alors tout son sens. Don't play with your life. Ne joue pas avec ta vie. Elle s'appelle Mathilda. C'est une jeune fille fraîche, douce, plutôt jolie. Sa vie est comme un songe. Elle est étudiante. Ses camarades l'aiment bien. Elle a beaucoup d'amis. C'est le genre de personne qui s'entend facilement avec tout le monde. Elle est amoureuse. Elle ne lui dira jamais. Elle aussi a ses faiblesses. Elle se fond dans la masse. Elle se fond dans la vie. Elle avoisine les 20 ans. Oh, elle a le temps. Une nuit, elle se sent mal. De la fièvre? Elle a froid. Vraiment froid. Elle cauchemarde. Puis, soudain, une vive lumière. Et elle est sortie de sa torpeur. Quelle nuit horrible. Mais il faut qu'elle se prépare. Juste avant de partir, elle jette un regard distrait dans son miroir. Et s'étonne de sa pâleur. Elle se demande si elle n'est pas finalement malade. Mais personne n'a rien remarqué. De jour en jour, Mathilda se regarde sans cesse et ne guérit pas. Le monstre réfléchissant lui jette à la figure, sans relâche, la vision de son corps en piteux état. Elle se sent morne. Elle s'inquiète. Maintenant, son teint vire presque au gris. Mais personne n'a rien remarqué. Elle a encore froid. Toujours froid. Combien de temps s'est écoulé? Elle n'a plus la notion du temps. Son corps, il semble dépérir. Les miroirs l'effraient. Où sont tous ses amis? Cette image d'elle, elle a peur. Mais personne n'a rien remarqué. Un jour, elle se décide enfin. Cela ne peut plus durer. Elle doit en parler à quelqu'un. Il faut qu'elle se regarde. Le miroir, il est derrière elle. Courage, elle se retourne. Il n'y a rien. Une violente lumière, une violente obscurité. Elle est enfermée. Il n'y a pas d'air. Il n'y a rien ici sous terre. Oh, Mathilda, tu n'as plus le temps. Mais personne n'a rien remarqué. On voit toujours seulement les images sans y croire. Jusqu'à ce qu'un jour on y soit soi-même confronté. Quand les gens meurent déchiquetés par des bombes. Et on en entend parler. De toutes ces personnes qui se font violer, assassiner et arnaquer. De comment les gens jouent des rôles entre eux pour finalement se faire des coups fourrés juste pour le profit et la réussite personnelle. C'est vraiment ridicule quand on y pense. Et souvent, on en entend beaucoup plus que ce que l'on cherche réellement à savoir. En général, les médias brandissent ce genre de thème. Attentat à Boston, ou un enfant assassiné par sa propre mère, femme violée en Inde. Et on oublie à travers cela que les victimes de chacune de ces histoires étaient aussi des êtres humains de notre milieu. Des gens comme nous, qui s'attendaient aussi peu que toi et moi à ce qu'il leur arrive quelque chose de grave. Et maintenant, encore la même chose. Ce matin, je n'avais pas vraiment considéré ça comme quelque chose de réel. C'était d'ailleurs une journée de ce qu'il y avait de plus normal. Se lever le matin, boire du café, aller au boulot en métro, et finalement encore passer rapidement par la banque. Et de nouveau sur un de ces écrans géants qui parsèment toutes les grandes villes, prise d'otage, un malade mental abat le personnel de sécurité d'une banque qui prend 12 personnes en otage. J'ai hoché la tête en regardant les images retransmises en live. S'il m'arrivait quelque chose de la sorte, honnêtement, je ne sais pas vraiment comment je devrais réagir. Être un otage ou un membre de la sécurité, l'un dégénéré entre avec son coup de folie, un fusil à pompe et tire dans le tas. Je ne pouvais me retenir de sourire. Au final, je me trouvais aussi dans une banque. Et fort heureusement, je ne me voyais pas dans une situation comparable. Le reportage télévisé continuait. Le stéréotype des femmes reporters se tenait directement devant le lieu pour retransmettre les toutes nouvelles informations en live. L'homme de l'autre côté de l'écran demandait s'il y avait eu entre-temps des nouvelles de la police qui avait encerclé le bâtiment pendant ce temps. La femme lui répondait que les fonctionnaires de police ne pouvaient passer à l'action tant que les intentions du preneur d'otage n'avaient pas été tirées au clair. Celui-ci ne bougeait manifestement pas, mais il semblait être en mesure d'abattre ses victimes. Apparemment, il n'aurait pas répondu à l'injonction de se rendre. À travers cette discussion que je n'ai suivie que d'une oreille, j'ai remarqué à quel point notre société était incroyablement vulnérable. Cela
Ils ne pouvaient rien faire tant qu'une intervention non planifiée risquait de mettre des innocents en danger. Ils étaient absolument incapables de faire ce qui était nécessaire tant qu'il restait une seule chance de sauver tout le monde, plutôt que personne. Dois-je faire remarquer que c'est tout de même étrange que tout ce beau monde fasse comme s'ils étaient concernés, alors que pendant le même temps, le triple du nombre des otages avait été tué à cause d'une attaque des pays de l'Ouest au Proche-Orient, qui ne pouvait éviter les dommages collatéraux? Eh oui, ne serait-ce pas mieux d'abattre simplement le criminel et d'accepter la mort éventuelle d'un seul des otages? Avec les moyens dont dispose la police, il est pourtant certainement possible de régler le compte du criminel de manière coordonnée et précise, à distance. Et de tels procédés inspiraient certainement bien plus la crainte que le standardisé « Pitié, ne nous faites pas de mal !» Peu importe. Je ne tiens pas à me plaindre. Même s'il est évidemment regrettable, avec tout ce potentiel, que personne n'ait le courage nécessaire d'empêcher 11 des 12 victimes de se faire abattre à ce moment précis. On entend distinctement 11 coups de feu exploser et on voit 11 personnes s'effondrer. Et la police n'ose toujours pas intervenir. Le preneur d'otage avait apparemment été mis sous pression. Du moins, c'est comme ça que l'on dit dans les médias. Rien qu'un mensonge afin de justifier l'approche hésitante? En tout cas, ce sont les mots que j'entends de la bouche de la femme sur place à la télévision. Ce jour-là, j'ai vu à quel point il était facile de semer la panique dans cette société civilisée, éclairée, qui était indirectement responsable de la panique dans les sociétés barbares et primitives ailleurs dans le monde. Nous vivons dans un bien drôle de monde, me suis-je doucement chuchoté. Puis j'ai mis un terme à la vie du dernier otage. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un crevard de la pire espèce. Vous voyez, dans un groupe de personnes, il y a toujours un idiot qui ne comprend rien à rien. Eh bien, moi, je suis celle qui va trouver cet idiot et le rabaisser ouvertement. Et pour ça, je suis une belle enfoirée doublée d'une paresseuse de haut niveau. Bref, la combinaison de trop. Mais récemment, j'ai rejoint un groupe de soutien. Rien d'extraordinaire, il était tout ce qu'il y a de plus banal. Nous nous sommes rencontrés en ligne et avons très vite convenu d'un endroit calme pour notre première réunion. Une fois tout le monde sur place, nous nous sommes assis en tailleur formant un cercle. Un vrai truc de hippie. L'un d'entre nous s'était déjà levé et avait pris les devants en versant une tasse de thé à chacun avant de prendre la parole. « Bonsoir, je m'appelle Justine. Vous pouvez boire votre thé, mais uniquement après avoir révélé aux autres la raison qui vous a poussé à être avec nous ce soir. Si vous le permettez, je vais ouvrir le bal. » Justine nous a alors raconté que personne ne l'avait jamais aimée. Je pouvais facilement deviner pourquoi. Cette nana était moche comme pas deux. Après avoir terminé et pris une gorgée de thé, elle a passé la parole à la petite brunette située sur sa gauche. « Mio », a-t-elle dit tout simplement avant de compléter. « Mes parents. » Court et précis, pas de fioritures. Je l'aimais bien, cette Mio. Ce n'était sûrement pas l'idiote du groupe. Avant d'arriver jusqu'à moi, la parole est passée par un vétéran de guerre amputé des 2 jambes, un homme d'affaires ruiné, un drogué et une vieille femme malade. Puis enfin, mon tour est venu. Sobrement mais fermement, j'expliquais la raison de ma venue. Je suis une enfoirée, tout le monde me déteste. Dès que j'ai eu fini, je me suis empressée de prendre une gorgée de thé, pendant que le petit gros avec un œil au beurre noir prenait la parole, nous racontant ses déboires d'obèse. Quand il a fini son tour, il a goulûment avalé sa tasse de thé. À peine quelques secondes plus tard, Justine s'est écroulée, comme foudroyée, suivie de Mio. Surpris, le petit gros a lâché un couinement. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il geint alors qu'autour de nous, ils tombaient tous un par un comme des mouches. Parfait, j'avais trouvé l'idiot. « Eh bien, tu savais à quoi t'attendre en rejoignant un groupe de soutien pour suicidaires, non ?» ai-je répondu, crachant par la même occasion le thé qui macérait dans ma bouche depuis maintenant quelques minutes. « Les soutiens, les suicidaires. Personne n'a envie de mourir seul, gamin. » À ce moment précis, il est devenu blanc comme un linge, ses yeux écarquillés dirigés au fond de sa tasse. Sans doute mon instant préféré. Ces réunions de suicidaires sont vraiment un endroit de choix pour une sadique. Et cerise sur le gâteau, je n'ai jamais eu à lever le petit doigt. Je vous avais bien dit que j'étais une belle enfoirée, doublée d'une paresseuse de haut niveau.